C'est le secret le mieux gardé du Grand Ouest. Entre la Bretagne, la Normandie et le bassin parisien, la Mayenne, territoire méconnu, est le terrain des expérimentations artistiques les plus originales. Quand on tape dans un pommier en Mayenne, il tombe des artistes souvent atypiques. Peut-être que notre territoire leur offre cette liberté également. On est dans une nature, on est dans une vie un petit peu à l'écart des grandes cités. Le premier d'entre eux, le peintre naïf Henri Rousseau, est né à Laval, chef-lieu de la Mayenne, en 1844. Ses choix de couleurs, de motifs considérés comme enfantins, le placent en décalage des codes de la peinture classique. Méprisé de son vivant, le douanier Rousseau fait aujourd'hui la fierté de sa ville natale. Dans le sillage de ce désormais illustre autodidacte, les artistes mayennais revendiquent depuis leur singularité. Sur toile ou en plein air, ces bricoleurs de l'imaginaire font de la Mayenne la matière même de leur folie créative. À quelques kilomètres au sud de Laval, se dévoile une œuvre monumentale. On se croirait face à un temple amérindien, nous sommes pourtant à Cossé-le-Vivien, dans l'étrange jardin de Robert Tatin. Un peintre et sculpteur qui, à l'image du douanier Rousseau un siècle auparavant, apporte une touche d'ailleurs à sa Mayenne natale. Là, on est vraiment au cœur du bocage mayennais. On entend les oiseaux, les fleurs, on a des arbres, on a la végétation. Et cette nature, elle est importante pour son œuvre, puisque à la fois, son œuvre, il l'a construit dans cette nature, mais la nature entre également dans son œuvre. Elle fait partie intégrante de son travail. Pour lui, c'est une nature qui est vivante, qui n'est pas forcément sauvage, hein, puisque la Mayenne, c'est aussi une sorte de grand jardin, mais qui n'est pas non plus trop abîmée par l'homme. J'avais toujours pensé revenir ici, au pays de ma jeunesse, pour retrouver la nature naturante. Ici, c'est la simplicité et le calme vrai, comme l'eau transparente où je vois la vie plus profondément qu'ailleurs. Après avoir voyagé dans le monde entier et acquis une renommée jusqu'au Brésil, c'est ici que Robert Tatin décide de s'installer au début des années 60 pour créer in situ l'œuvre de sa vie. Aidé de sa jeune épouse Liseron, Tatin fait de son jardin un musée à ciel ouvert qui synthétise ses influences et sa philosophie. L'arrivée dans le musée se fait par l'allée des géants. Il a représenté des personnages importants pour lui, formateurs pour sa personnalité. Ce sont aussi souvent des artistes qui l'ont intéressé, qui l'ont inspiré. Mais de manière plus générale, Robert Tatin s'est passionné pour toutes les cultures, toutes les civilisations. Dans les années 70, en plein Flower Power, la Maison des Champs de Robert Tatin devient le lieu de convergence des artistes autodidactes du coin, comme Alain Lacoste, Stanley Koski ou Antoine Rigal. Le maître farfelu les encourage à se libérer des carcans, des étiquettes et des mouvements. Il a souvent été associé à l'art naïf. Et puis, dans les années 70, il était plutôt associé aux surréalistes, parce qu'il a beaucoup fréquenté André Breton. Et puis, dans les années 80, plutôt étiqueté art brut, art singulier, parce qu'effectivement, il a aussi beaucoup travaillé avec Dubuffet à l'époque de la naissance de l'art brut. Mais c'est un artiste qui a toujours voulu rester libre, garder sa liberté d'esprit, sa liberté de créer. Nous parlons de l'art de vous, de l'art de toi, de l'art de lui, de l'art du monde. L'art Tatin, il n'y a pas, il n'y a que l'art, c'est tout. Il rêve d'une sorte de grande union, une grande fraternité humaine. Il y croit. Et c'est vraiment le moteur, en fait, de son œuvre et de son travail. Notre-Dame tout le monde, c'est un petit peu l'axe du musée. Elle porte à la fois le ciel au-dessus d'elle, mais elle a également les pieds dans l'eau. Elle émerge, en fait, de la terre. Il a voulu vraiment la dédier à l'humanité tout entière, d'où ce nom de Notre-Dame tout le monde.
Un art pour le peuple et par le peuple. Robert Tatin est convaincu qu'en chaque être humain sommeille un artiste. Au pied du mont des Avaloirs, point culminant du modeste massif armoricain, près du charmant village de Champfrémont, vit un peintre naïf, aussi heureux que caché. Patrick Chapelière n'a jamais quitté Champfrémont, où ce fils de menuisier a grandi avec 7 frères et sœurs. Je suis un garçon de campagne, bien sûr. Oui. Devenu artiste sur le tard, l'autodidacte crée pour la beauté du geste, dans un mouvement spontané. Son œuvre onirique a fini, grâce au bouche à oreille, par attirer l'attention des collectionneurs. J'ai travaillé en cuisine, en pâtisserie. J'ai été charcutier. Ma foi, je me suis un jour tombé un peu au chômage, quoi. Et un beau jour, j'ai dit quoi faire de mes 10 doigts. J'ai commencé par à crayonner, à peindre. J'avais même pas de pinceau, tout bonnement, j'ai pris un coton-tige. Et je me suis mis à barioler, quoi. Je me souviens. Je commence par un trait, un rond, puis ça va vaille que vaille, je pense qu'il va sortir réellement. En 30 ans, Patrick Chapelière a produit des centaines d'œuvres. Il crée de manière compulsive, comme pour s'échapper. Surtout l'hiver, quoi. Les jours sont moins longs, quoi, disons. Oui. Alors, bien souvent, on soupe de bonne heure, puis la nuit arrivée, je crayonne, quoi, je peins. Oui. Des fois jusqu'à 10h30, 11h, minuit, ça dépend, oui. Fleurs et oiseaux peuplent son imaginaire foisonnant. Obsessionnel, comme nombre d'artistes naïfs ou singuliers, Patrick Chapelière transforme à sa manière son environnement en œuvre d'art. Oh, il y a des genres papillons, il y a des floritures. C'est la nature, c'est vivant, c'est vrai. Oui. Si toutes les campagnes recèlent d'artistes qui s'ignorent, la Mayenne prend un soin particulier à les dénicher pour les mettre en valeur. Il faut dire que Laval a une dette envers l'enfant du pays, Henri Rousseau. Le douanier Rousseau est mort dans la misère, un peu isolé. Il a manqué effectivement de reconnaissance de son vivant. Il avait proposé à la ville de Laval la bohémienne endormie, la ville de Laval l'a refusé, mais comme la ville de Paris avait refusé également, c'était un artiste tellement hors norme que des villes ne pouvaient pas accepter ses œuvres qui n'avaient strictement rien à voir avec de la peinture académique. Comme pour se racheter, Laval inaugure en 1967 en grande pompe le premier musée au monde dédié aux arts naïfs dans son château médiéval. Le ministère de la Culture s'est déplacé en fait pour l'inauguration de ce musée totalement atypique, le premier en France. Pour les artistes naïfs, singuliers, ça a été la première reconnaissance institutionnelle au monde. Donc c'était vraiment un événement majeur. Et tout le réseau des galeries qui commençaient à s'intéresser à cette forme d'art s'est aussi intéressé du coup à ce musée très original. Sur les murs du vieux château, parmi des artistes aujourd'hui reconnus comme Henri Rousseau, Robert Tatin ou Séraphine de Senlis, on retrouve les toiles d'un certain Patrick Chapelière de Champfrémont. Ce qui rapproche Patrick Chapelière, le douanier Rousseau et tous les autres artistes naïfs, singuliers, c'est cette liberté de création, cet imaginaire développé, cette inventivité. On a des artistes qui sont capables de faire feu de tout bois. On a une œuvre, par exemple, qui est faite à partir de pâtes alimentaires. D'autres qui vont utiliser des lichens, d'autres qui vont utiliser des ardoises. Bref, voilà, il y a pléthore de genres, de matières, et ça donne une œuvre qui finalement est compréhensible de tous et attire systématiquement l'œil. Dans ce département rural, à l'écart des circuits commerciaux, des galeries et des salons, les artistes misent sur le collectif. Au nord de la Mayenne, près des Alpes mancelles, territoire pittoresque qui rappelle les paysages montagneux,
L'artiste Christian Poincheval cultive son jardin d'hurluberlu. Je suis naïvement singulier contemporain. Voilà, c'est celui-là mon mouvement. C'est pas un musée, les gens viennent quand ils veulent, ils sortent, il y en a qui viennent parfois la nuit avec des piles électriques et tout. Si je suis dehors, on discute, parfois je prends la guitare, on fait de la zik, boum boum. C'est de la relation pure et dure à l'état brut, quoi. C'est ça que je trouve sympa, quoi. Il se passe des trucs, quoi. Paf. Après une vie d'artistes musicaux itinérants, la famille Poincheval a choisi de s'installer en Mayenne, dans un ancien corps de ferme. À la liberté, des chevaux piaf. Sur les pâtures, il pousse désormais des sculptures. Ah bah ce lieu pour moi c'est un lieu féerique. L'endroit d'expression, l'endroit de création, pas d'interdit. Le paysage est tellement beau, tellement grand que je me dis ouais c'est top quoi. On s'est installé là et ce qui a été très très beau c'est que très vite les gens du village sont venus me voir pour me demander si j'avais besoin de matériaux. Ils m'ont amené du cidre, il y a eu un partage. Donc il y a ce côté où c'est assez fort je crois en Mayenne, cette générosité intérieure. Et aussi une grande réflexion politique. Il faut savoir que c'était un fief qui était très communiste. Hein, c'est important, ça existe encore. Moi, je ne vends pas mes pièces. Les gens viennent, ça les intéresse, et on crée autour de ça quelque chose. Les artistes pullulent dans ce territoire où l'on peut vivre d'art et d'eau fraîche. Christian Poincheval apporte son grain d'excentricité à la vie culturelle locale, avec une soixantaine d'artistes des environs qui se sont rassemblés en association. On ressent cet échange, ce désir de travailler en commun, de réfléchir aussi en commun. On dit que le monde des gens de l'art plastique, ce sont des gens individualistes, renfermés dans leur bulle. Et là, on s'aperçoit que c'est pas vrai du tout. La dernière œuvre de Christian Poincheval est un hymne routier à la paix. Je veux pas que les gens aient à chercher, il faut que ce soit direct. Hum. Il faut qu'ils tombent dessus. P, A. Oui, gling, 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 gling. Dans la tête. Ne seraient-ils pas un peu naïfs, les Mayennais ?